Dans la vallée de l'Ötztal, en Autriche, survient la première neige de ma traversée. On est en août et c'est vrai que c'est quand même, très improbable, parce que le changement est radical. Je passe d'une vallée où il y avait du soleil et cetera. Je monte un col à 3000 dans la brume, les glaciers. J'avais l'impression d'avoir changé de continent tellement c'était improbable. Je redescends et je décide de dormir dans une cabane de départ de téléphérique de ski. Une cabane en bois, bon c'était pas du tout hors d'eau, hors d'air, mais c'était bien assez suffisant pour passer une nuit. D'ailleurs, là, j'ai été surprise par une saxophoniste qui est venue faire ses gammes, juste en bas, de là où j'avais mis mon duvet et je me suis sentie obligée de la saluer forcément. Elle a eu une peur bleue, la pauvre, moi qui sortais de nulle part, elle qui faisait ses gammes. Mais je l'ai rassurée en disant que je dormais là, que je marchais. Je suis pas du tout sûre que ce soit un argument qui rassure, mais bon, elle a continué ses gammes. Et le lendemain, un froid de canard et de la neige. Donc j'essaye de me renseigner sur le col que je dois passer. Je dois passer à plus de 3000 et marcher sur un glacier. Bon, le site de la Via Alpina est un peu ancien, donc je sais pas si c'est toujours un glacier ou s'il a fondu depuis le temps, et je sais pas le niveau d'engagement que ça représente. Donc je vais me renseigner à l'office de tourisme, savoir combien il y avait de neige, elle me montre les webcams, etc. et elle me dit de pas y aller. Et c'est là que je suis confrontée non seulement à une question que je n'avais pas imaginée jusqu'à présent, de renoncer, de passer le col, et aussi de l'appréciation des risques, qui est extrêmement subjective, parce que finalement, la femme qui travaillait à l'office de tourisme me disait de ne pas y aller, que c'était dangereux, etc. Pour une femme seule, surtout, elle me disait. Et maintenant, avec du recul, je me dis que l'appréciation du risque, elle a une part d'objectivité, donc la météo, etc. Mais elle ne peut que se faire en connaissant une multiplicité de facteurs qui sont aussi ma condition physique, ma connaissance du milieu montagnard, mon équipement. Et tout ça, elle ne le savait pas. Bref, je me pose 1 milliard de questions à cet endroit-là. Et je décide de dormir une nuit de plus sur place à Fent, dans ma cabane de téléphérique. Je me gèle toute la journée, je passe du temps dans l'église parce qu'il fait peut-être 2 degrés de plus. Et finalement, je décide d'essayer de passer le col le lendemain. Et pareil, je pense que je suis à un stade trop avancé de la journée pour pouvoir renoncer si jamais le col s'avère trop difficile. En haut, il y a un refuge. Le refuge ne répond pas parce que le téléphone, la ligne coupe systématiquement. Donc, première fois que je renonce. C'est difficile, mais il le fallait. Et c'est un des apprentissages de ma traversée, c'est-à-dire de se dire qu'il y en aura d'autres, que des cols à 3000, j'en passerai, mais c'est tellement frustrant. Et j'avais tellement rêvé de la vue de là-haut avec le glacier et cette partie de la vallée de l'Ötztal, en Autriche, que c'est difficile, mais je vais au-delà. Après l'Autriche, je mets le cap sur l'Allemagne, où je vais, à la frontière, sud de l'Allemagne, avant de redescendre, par, le Liechtenstein pour retrouver le fil de la frontière, italo-suisse que je suivrai, quasiment jusqu'au lac Léman. Au Liechtenstein, je passe 3 jours dans une cabane de chasseurs où succèdent différents chasseurs avec qui je discute maladroitement dans un allemand très approximatif. Ils m'offrent un bout de cerf qu'ils avaient chassé. Je me fais expliquer la politique du pays, je me fais expliquer comment c'est de vivre. Ils sont très fiers d'être montagnards, ils font tous partie d'une association de montagne. La montagne est très ancrée dans ce territoire. C'est très intéressant et j'attends 3 jours parce que je suis en attente de ma nouvelle tente qui est arrivée à Feldkirch et que je peux récupérer, mais qui a du retard, du retard, du retard. Entre la Suisse et l'Italie se succèdent des vallées qui sont très rapprochées les unes des autres, ce qui me permet de faire des journées assez merveilleuses où je monte au sommet d'une montagne, j'y dors. Le lendemain, j'en redescends et je remonte de l'autre côté d'une montagne et j'y dors. Et ce rythme est d'une simplicité, époustouflante et très agréable et s'installe une grande sérénité à cette période-là de
de ma traversée. Les paysages sont très sauvages, je trouve des sentiers où je me demande vraiment s'il y a du monde qui est passé par là cet été. Des sentiers qui sont couverts d'arbustes, où il y a des troncs d'arbres, en travers. Dans la plupart des cas, dans les forêts, je me transforme en barbe à papa à cause des toiles d'araignée. C'est un beau moment parce qu'il fait soleil, c'est paisible et j'ai ma tante, qui est extrêmement haut-banée donc une grande sérénité de ce côté-là aussi. Les éléments, météo, sont plutôt stables et j'atteins, la frontière, française. Enfin même avant la frontière française, je vois déjà, les prémices des Alpes françaises, annoncées par, le lac Léman. C'est assez impressionnant de voir le lac Léman après, 3 mois de traversée, de se dire, «Ça y est, on est à la maison, quoi». Et le lac Léman, c'était le départ du GR5 que j'avais pris en 2020 avec une amie, la traversée des Alpes, du lac Léman à la mer Méditerranée et de le voir de nouveau là, depuis les hauteurs, alors que j'avais l'impression d'être encore au fin fond des Alpes, c'est très émouvant et en même temps, je ressens une certaine tristesse parce que j'ai pas envie d'arriver et je me sens, en même temps pressée par le temps parce que, on est déjà, fin septembre et que les neiges, vont pas tarder à arriver et n'étant pas équipée de crampons ni de piolets, ça risquerait de faire avorter ma traversée si je rencontrais trop de neige. Donc ça me décide, quand même à avancer et je fais étape à Chamonix où je suis accueillie par, la sœur d'une amie d'enfance, que j'avais pas vue depuis plus de 15 ans, même 20 ans, parce qu'on se connaissait, on avait 5 ans. C'est des retrouvailles, joyeuses et on a beaucoup de choses à se raconter. Je mange la meilleure tartiflette de ma vie avant de reprendre la marche, plutôt côté italien cette fois, par, un tout petit bout du TMB, donc du Tour du Mont Blanc, par, la fenêtre de l'Arpette, qui est juste, magnifique et La Foulie et ensuite, je file jusqu'en Val d'Aoste. Là, se tourne une page, vraiment de ma traversée parce que je sens que l'hiver est prêt à s'installer. Il fait très froid, les magasins de montagne sont fermés, je trouve, de moins en moins de nourriture. Mon corps a besoin pourtant de manger énormément. J'ai une faim, continue, ça me réveille la nuit. Je mange des cacahuètes et du chocolat, la nuit, à minuit, entre, ma plâtrée de pâtes, 300 grammes de pâtes et du beurre. D'habitude, on peut pas transporter le beurre en rando, mais l'avantage de faire de la rando en automne, c'est que le beurre se conserve. Le matin, je mange de la polenta avec, des raisins secs ou du chocolat ou ce que je trouve, mais malgré ça, j'ai faim. Donc là, je suis quand même un peu pressée par le temps tout en n'ayant pas du tout envie d'arriver. Ça devient de plus en plus difficile de trouver de la nourriture et puis il y a pas mal de mauvais temps, donc mon panneau solaire, est pas très efficace pour recharger, mon téléphone et mes batteries. Mais je suis quand même dépendante de mon téléphone puisqu'il y a mes cartes, dessus. Donc je décide de m'arrêter dans un petit village qui est pas si petit et j'avais même vu une boulangerie indiquée. Mais malheureusement, il y a pas âme qui vive. Seulement une personne qui, sort l'aspirateur d'un espèce de bar-restaurant. Donc je vais à la rencontre de cette personne en lui demandant s'il y a une boulangerie ou quelque part, où acheter, à manger ou charger mon téléphone et il m'invite dans son bar. Il me dit que j'ai beaucoup de chance parce qu'il est en train de faire le ménage et qu'il ferme le bar, en fait. Que le bar est fermé depuis 1 mois, même très exactement et que là, il a juste fait l'aller-retour depuis, la grande ville pour, nettoyer son restaurant. Donc il m'invite, je charge mon téléphone tout en discutant avec lui et il m'annonce, beaucoup de mauvais temps pour, les jours qui suivent, mais il m'annonce surtout de la pluie et bon, rien de très alarmant. Je sais que ça va pas être une partie de plaisir de marcher sous la pluie, mais ça se fait. En partant, il m'offre, 1 litre de soupe, 1 litre de lait et du pain. Ces denrées, elles vont m'être de très grands services, le soir même et puis même le lendemain. Parce que finalement, j'avais pas trouvé de boulangerie et que le prochain ravitaillement se ferait, à Isola 2000, donc quand même bien 2 jours de marche. Le lendemain, je vise une cabane qui est justement au-dessus de Isola 2000, qui est au col, qui est juste au-dessus, au col, de la Lombarde
et je me fais arrêter par les éléments parce que j'ai trop froid. Ça fait depuis 8 heures du matin que je marche sous la pluie, dans le vent. Le vent, il me souffle dans tous les sens et je sais qu'il faut que je m'arrête avant d'être épuisée. Donc je monte ma tente et je prends de l'eau dans un ruisseau. Je dors tant bien que mal parce que les éléments se déchaînent. Ma tente, elle est brassée dans tous les sens. J'entends le vent qui tourbillonne, mais sans direction précise. Il s'abat sur Je l'entends siffler dans les arbres. J'entends les bourrasques agiter tout sur son passage. C'est très impressionnant. Le lendemain matin, je me dis, j'ai pas de solution. Il faut que je reprenne la route. Il faut que je me mette dans un endroit civilisé pour retrouver du réseau. Trouver de l'électricité pour recharger mon téléphone, trouver à manger. Donc je reprends la route. Étrange surprise lorsque j'allume mon téléphone et que c'est indiqué qu'on est le 25 avril 2022. Toutes les photos sont mélangées, j'ai plus accès aux applications. Bref, je ne sais pas ce qui s'est passé sur mon portable. Je marche. Il me reste 8 km de crête pour atteindre une cabane. Et c'est les 8 km les plus longs de ma vie. J'ai froid, je suis transpercée par la pluie, le vent. À ce moment-là, je sors vraiment de mon corps. C'est comme si je me voyais de l'extérieur. Je pleure, je barille, mais je m'entends comme si c'était pas moi. Et après beaucoup d'efforts je suis allée au bout de moi-même, j'atteins la cabane, je prie pour qu'elle soit ouverte. Elle est ouverte, je me réfugie dedans. J'ai très froid, je tremble, et là je me dis il faut que je cherche de l'aide parce que dans mon duvet, au bout de 2 heures, 3 heures, je ne me réchauffe pas, j'ai toujours pas réussi à me faire un thé. Donc avec les quelques pourcentages de batterie qui me restent, j'appelle une personne que j'avais rencontrée sur le GR5 4 ans auparavant et qui m'avait dit si jamais tu as un problème, tu peux passer à la gendarmerie de Saint-Étienne-du-Tinée pour avoir de l'aide. Et sur le moment, il y a 4 ans, j'avais pas besoin d'aide, mais là j'ai besoin d'aide, alors j'envoie un message, parce qu'elle a pas répondu, et en fait, O'Neill, qui est accompagnatrice de moyenne montagne, m'aidera à trouver un logement dans l'urgence, et surtout j'apprends qu'on est en alerte rouge pour pluie et vent violent, et que cette tempête a un nom, elle s'appelle la tempête Aline, et c'est comme une tempête Alex mais un peu moins fort. En vérité, ce sera beaucoup moins fort qu'annoncé, mais tout de même assez brassant pour imposer un couvre-feu le soir et demander à tous les habitants de quitter les routes, de se réfugier chez eux, etc. Donc merci O'Neill et Olivia pour le logement de ce jour-là. Je me réfugie le soir, trempée, congelée, mais heureuse d'avoir un toit. Et je me retape pendant un jour avant de reprendre la route direction la mer. Ça a été une rencontre salvatrice, entre guillemets, même si finalement j'ai pas vu O'Neill parce que c'était interdiction de circuler, en voiture comme à pied. Mais en tout cas, grâce à ces contacts, j'ai pu trouver un hébergement et être en sécurité le temps de la tempête. Donc tu as parlé de rencontres salvatrices que tu as faites. Il y a eu celle de Marc, il y a eu celle là d'O'Neill et d'Olivia, qui ont sauvé un peu ton périple, un peu des anges qui sont venus du ciel. Et tu as fait d'autres rencontres aussi dans le cadre de ton documentaire. Tu avais évoqué la gardienne de refuge slovène. Est-ce que tu peux nous parler d'une ou deux de ces rencontres, de celles qui t'ont marqué? Une des rencontres particulièrement marquantes, qui n'était pas prévue parce que j'avais prévu certaines des interviews et il y a d'autres interviews que j'ai fait de manière improvisée. C'est celle avec Ramona, une bergère suisse que j'ai rencontrée en montant au col de la Redorta, dans le canton du Tessin. Donc dans le Tessin, ils parlent italien et donc c'est en italien que j'échange mes premiers mots avec Ramona. Elle montait à l'alpage avec sa chienne Virgola pour aller récupérer du matériel parce qu'on était déjà en septembre et que les vaches étaient descendues. Les chèvres étaient encore en haut et ça a été une rencontre d'une authenticité et d'une simplicité qui m'ont frappée.
elle a accepté tout de suite d'être interviewée, que je prenne des images et on a échangé sur son métier, sur son rapport à la maternité, qui pour elle est absolument central, dans la vie de toute femme. C'est vrai que c'est un point de vue qui est discuté et discutable. De nos jours, on entend beaucoup aussi, le fait d'avoir le droit de disposer de son propre corps et de casser les injonctions à la maternité. Et donc, d'entendre ce témoignage, c'est assez fort. Elle parle, sans ambages et de manière très simple de ce qui fait la vie selon elle et ce qui fait la vie selon elle, c'est ses animaux et ses enfants. Malheureusement, je peux pas voir la fabrication des fromages à ce moment-là parce qu'elle a descendu tout le matériel déjà. Mais, je découvre son lieu de vie, donc qui est un préfabriqué que l'hélicoptère a déposé parce que la cabane, plus haut s'est faite, raser par une avalanche. Elle a pas encore les moyens de reconstruire la cabane, donc elle vit dans un préfabriqué. Et ce qui me frappe aussi particulièrement, c'est que tout autour du préfabriqué, il y a des barrières et les chèvres sont à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est l'humain est dans les barrières et les animaux sont en liberté. Et c'est complètement l'inverse de ce qu'on voit partout ailleurs et ça augure une belle relation aussi, avec, son troupeau qu'elle traite tous les matins à la main avant de faire redescendre dans un tube et elle fait parvenir le tube à une cabane juste en dessous où elle fabrique les fromages et c'est un lieu où c'est impossible de fabriquer le fromage de manière, mécanisée. La traite, se fait à la main, tout se fait à la main. C'est assez fantastique donc de découvrir des méthodes de travail et mille et une, astuces, pour, faire son travail. Elle met notamment de la crème solaire sur les pieds des animaux parce que sinon elles prennent des coups de soleil et c'est impossible de les traire à la main, ça leur fait mal et c'est des choses auxquelles on pense pas du tout, nous, quand on achète le lait ou quand on achète du fromage. C'est qu'il y a tout un travail de soin qui est très important dans les troupeaux de petite taille et qui n'existe plus, dans les troupeaux et les élevages, industriels et ça m'a beaucoup marquée et de partager le quotidien aussi, ça a été une vraiment très belle rencontre. Tu me confiais plutôt que ces rencontres, elles étaient facilitées par une compréhension mutuelle de ce qu'est la montagne, au-delà des mots, hein, notamment grâce au fait de voyager à pied, parce que toi tu l'as expérimenté depuis des semaines, et le fait d'arriver sur le terrain à pied, ce terrain si particulier, si singulier, ça apporte beaucoup d'authenticité à la rencontre. D'une certaine manière, vous vous comprenez toutes les deux. Et il y a forcément un certain nombre de choses aussi que vous vivez en commun, par le fait même aussi d'être une femme qui vit à la montagne ou d'être une femme en voyage, d'être une femme au quotidien. J'ai rencontré de nombreuses femmes qui étaient parties en voyage et elles me confiaient que souvent il y a un schéma qui se répète, c'est la peur que projettent les proches et aussi les moins proches sur le voyage, sur les risques qui peuvent se présenter en voyage. Est-ce que toi, tu as aussi, vécu ce schéma-là? Comment tes proches ont réagi, à ton départ? Au fait de partir 4 mois, en montagne, en plus dans un milieu qui peut présenter des risques, qu'on soit un homme ou une femme, de toute manière? Mes proches, me font confiance et ça, c'est quelque chose qui me porte depuis l'enfance. C'est-à-dire que, notamment mes parents m'ont toujours fait confiance pour, prendre les justes décisions et m'accompagner dans les miennes. Et donc ça, c'est très fort et j'ai pas perçu de résistance de leur part, à l'idée de partir. C'est plus des personnes un peu plus éloignées de mon cercle familial qui me renvoyaient des choses comme, par exemple, «Comment ça? Mais tu vas, en Slovénie? Mais Slovénie, fais attention quand même!» Mais la Slovénie, c'est quand même, ignorer complètement la réalité du pays et en fait, les peurs projetées prennent une, place beaucoup trop importante dans nos têtes et je pense qu'il est important de se confronter au réel et d'oser partir malgré, ce que les personnes nous disent. Parce que finalement, c'est exactement comme, la question que j'évoquais tout à l'heure d'ouverture des possibles, d'ouverture des portes, de se dire que tout est possible. C'est, en osant et en faisant qu'on se rend compte que
beaucoup, beaucoup de choses sont mentales et pas du tout réelles. Après, il y a des risques, qui existent, mais en voyage, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on se défait de «notre condition sociale» entre guillemets. On Notre identité sociale, elle est complètement dissolue, dans le sens où quand on rencontre quelqu'un en montagne, on lui demande, où il va et d'où il vient. Je trouve que ça permet à l'échange d'être concentré vraiment sur l'instant présent, sur, ce qu'on fait là, ce qu'on a en commun, c'est-à-dire la passion de la montagne probablement. Mais il y a une identité qui nous colle toujours à la peau, qui est liée à notre apparence, c'est-à-dire qu'on voit que je suis une femme, donc on projette des choses sur moi et notamment des peurs. Le nombre de questions qu'on m'a posées qui ont été, «Tu pas peur? Et comment tu fais? Tu es accompagnée? Tu sais monter ta tente?» Donc à répétition, c'est pesant et ça montre surtout, une question de fond qui est l'inquiétude, vis-à-vis de la femme d'évoluer dans la vie, pas seulement dans le voyage, mais dans la vie en général. Et ce qui me frappe particulièrement, c'est que moi, je me sens pas du tout, du tout en danger quand je suis en montagne. Je me sens plus en danger quand je suis, dans la ville, et encore, personnellement, la peur, je la vis pas. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de me convaincre que rien ne m'arrivera jamais et de me sentir forte et de me sentir inatteignable. Je sais bien que c'est pas vrai, mais j'ai l'impression que de renvoyer cette image et d'avoir cette confiance permettrait d'éloigner, de mauvaises intentions. Et en réalité, je suis quand même confrontée, à, des discriminations genrées, des clichés de genre en tout cas, et à des remarques, voire à des comportements, déplacés que je prends soin de mettre à distance, de relativiser. Même si parfois ça me crée beaucoup de colère, parce que finalement c'est représentatif de tout un système, de domination, masculine, sur la femme. Les paroles et les comportements déplacés, agressifs des hommes envers, les femmes, finalement elles sont partout, et l'insécurité que je peux, imaginer, elle provient, des hommes et pas des animaux comme on pouvait me l'expliquer. «Ah, mais t'as pas peur des ours?» Ben non, j'ai pas peur des ours. Par contre, je prends bien garde à ne pas dire où je vais mettre mon campement le soir. Et ça, c'est une peur qui s'est quand même estompée au fur et à mesure de mon voyage. J'ai eu tendance à faire de plus en plus confiance et à aller de plus en plus vers les humains. Parce qu'avant, je me cachais vraiment partout dans la forêt. Pour poser le bivouac, j'avais tendance à ne pas du tout aller près des aires civilisées ou d'aller vers les maisons. Et finalement, je me suis rendu compte que l'humain est bon de manière générale, mais qu'il y a toujours, ces comportements, problématiques, parfois, auxquels j'ai pas envie d'accorder d'importance et qui sont pourtant révélateurs de beaucoup de violence, au final. Ma réaction face aux comportements déplacés, parfois des remarques comme, «Tu sais monter ta tente toute seule», et cetera. En fait, ça me fait doucement sourire, même si c'est triste au fond. Mais par contre, il y a d'autres, comportements qui me font vraiment ressentir, de la rage quand, ça touche à mon intégrité ou à mon intimité, et à ce moment-là, c'est de la rage. Ça dépasse tout et c'est difficile à contrôler, et ça s'empreint aussi de beaucoup de tristesse et un peu de désespoir, parce que pour donner un exemple, finalement, c'est plutôt anecdotique ce qui s'est passé. J'étais en train de marcher et il y a des patous et des bergers d'Anatolie qui ont fondu sur moi. Très agressifs, ils étaient à mes mollets, ils étaient à 10 centimètres, ils montraient les crocs en étant plutôt très, très insistants. Et j'avais appris à réagir face aux patous et aux bergers, c'est-à-dire, ne pas les regarder droit dans les yeux, reculer en s'éloignant du troupeau. Or là, il y avait pas de troupeau. C'était 7 chiens très oppressants qui ne protégeaient visiblement rien du tout et qui voulaient juste s'attaquer à mes mollets. Et il y avait, leur maître qui criait au loin, très fort, et les chiens n'écoutaient pas du tout. Ce qui m'a fait dire, que c'était pas bon signe quand même. Et le gars se pressait pas, il prenait son temps pour récupérer ses chiens. En fait, je soupçonne qu'il se soit amusé à me faire peur. Et il a fini par me prendre dans ses bras en me disant, tout va bien, tout va bien»,
Et moi, je pleurais et je me suis laissée aller à cette étreinte parce que j'en avais besoin à ce moment-là. Et il finit par me susurrer à l'oreille, je profite que tu sois dans mes bras parce que j'ai pas touché une femme depuis longtemps. Et là, ça m'a profondément dégoûtée qui profite de ma vulnérabilité pour me toucher, pour combler finalement un besoin personnel de. Ça m'a profondément dégoûtée. Je suis partie presque en courant sur des jambes de coton avec la rage et la tristesse à pleurer et à me dire que cet homme ne méritait pas mes larmes, mais j'étais vraiment dans un profonde colère. Cet épisode, il est anecdotique, mais finalement révélateur de tout un système de violence plus ou moins explicite et plus ou moins visible sur les femmes. En conclusion, malgré les peurs qu'on projette sur les femmes seules en voyage, qui sont à la fois imaginaires et à la fois bien réelles par rapport à la réalité du voyage seul et des remarques qu'on peut recevoir et des comportements déplacés qu'il peut y avoir, c'est de se dire d'oser de partir parce que ces violences et ces discriminations, elles sont pas seulement liées au voyage, elles sont même pas liées au voyage, elles sont partout, elles sont dans la sphère domestique, elles sont dans la sphère professionnelle. Et donc c'est pas partir en voyage qui va les accentuer ou les réduire. Donc oser partir, c'est un beau pied de nez au climat de peur qu'il peut y avoir dans un système patriarcal. Ouais, effectivement, c'est un bon pied de nez, surtout que dans un certain nombre de cas, ça peut être des hommes aussi qui projettent ces peurs-là, surtout sur les femmes. Donc c'est une bonne manière aussi de résister, de pas écouter, quoi. La dernière partie de ton chemin, du coup, comme tu l'évoquais, c'est la traversée des Alpes franco-italiennes du nord au sud, avec de nombreux instants de magie, de formidables rencontres et retrouvailles, mais aussi l'arrivée de la neige. Est-ce que tu peux me conter le récit de cette dernière partie de voyage? 22 octobre, jour 109. Première lueur sur les sommets saupoudrés de neige. Le jour se lève. Je m'allonge et pense à ce voyage commencé il y a bientôt 4 mois. Je revois les lacs de la Memmingerhütte où j'avais dormi bercé par le clapotis de l'eau. Je revis la descente de l'enfer sur la falaise en Slovénie. Je me figure le bivouac Caldarini et les bouquetins majestueux. Je m'imagine à Monaco et mon estomac se noue. Je pleure un peu puis m'en veux. Comment n'es-tu plus capable de vivre l'instant présent ? Pourquoi penser au passé et au futur alors que les montagnes te tendent encore les bras ? Pourquoi gâcher ces derniers kilomètres à ruminer, à craindre l'arrivée ? N'ai-je jamais rêvé la mer dans les pires journées ? En vérité, non. Dans les moments difficiles, je trouvais le réconfort dans la chaleur de mon duvet et le goût sucré du thé, plutôt que dans la perspective d'une fin anticipée. Sèche tes larmes, le dehors t'attend. Il faut dire que, à l'approche de la mer, je ralentis. Je passe 2 jours au même endroit, souvent. Les refuges à cette époque ne sont plus gardés pour la plupart, donc il y a un espace où les bivouaqueurs, les randonneurs, les skieurs, parfois, peuvent dormir. C'est le refuge d'hiver, ça s'appelle. Je passe 2 nuits dans le refuge d'hiver de Valmasque, 2 nuits dans le refuge d'hiver de la Madone de Femnestre. Je passe 2 nuits à Sospel également. Et j'ai pas envie d'arriver. Je fais une dernière pause aussi à Saorge, dans la vallée de la Roya, où je participe à un chantier de rénovation d'un gîte. On porte des poutres, des sacs de sable pour rénover le gîte avec un grand groupe de jeunes de trentenaires. Et c'est vraiment un bon moment, très joyeux, très musical, très simple, très bienfaisant. Et j'arrive ensuite, peut-être 5 jours plus tard, à la mer, accueillie par Marjorie Juarez, avec Altiplanet, son entreprise d'escalade, et Petzl, son sponsor, m'offre une nuit en portaledge. C'est une tente de parois face à la mer, sur la tête de chien. Donc je dors suspendue à la falaise et c'est magique. On dort sous le ciel étoilé.
Marjorie, je la connais pas et finalement, c'est comme toutes les autres rencontres, c'est l'authenticité, c'est faire, connaissance d'une personne qu'on connaît pas du tout et que ça se passe très simplement et qu'on ait des choses à échanger et c'est vraiment une belle manière d'amérir en douceur. En plus, le lendemain, j'ai 25 ans et donc on fête mon anniversaire, la veille sur le portaledge avec, un gâteau et des bougies et c'est un moment de joie, c'est à la fois mon arrivée, bientôt mon anniversaire et c'est beau. Et comment se passe ton arrivée à Monaco? Parce que ça y est, là, c'est la fin. Comment tu te sens à ce moment-là, au moment où tu finis, où tu atterris, tu retrouves le sol après le portaledge? Quels sont tes sentiments, tes ressentis à ce moment-là? On est donc le 2 novembre et la première chose que je fais, c'est de me baigner dans l'eau salée parce que symboliquement, j'arrive à la mer et c'est la fin de mon voyage. En réalité, ça fait tellement de temps que je ralentis, que je prends mon temps que ça y est, j'ai compris que c'était la fin et maintenant que je suis dans la civilisation, j'ai pas envie de m'éterniser. J'ai quitté les montagnes déjà depuis un bout de temps parce que pour amérir depuis les Alpes, la descente, se fait tranquillement jusqu'à l'eau. Mais, à partir du moment où je suis dans la ville, j'ai plutôt envie de rentrer, chez moi. Donc je commence, par prendre le bus jusqu'à l'embouchure du Var, pouvoir faire du stop, plus facilement et rentrer, jusqu'à Grenoble. Là, je fais du stop. Finalement, ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais et il fait nuit et je suis toujours pas arrivée à Grenoble. Je suis encore en dessous de Gap et je suis prise en stop, alors qu'il pleut, par une femme qui me demande, où je vais et j'explique que je vais à Grenoble et que de toute façon j'ai ma tente, que je peux dormir, n'importe où, dans un coin de pré ou, à partir du moment où j'en aurais marre. Je comptais encore, faire du stop pendant longtemps et finalement elle me dit: «Non mais demain moi je travaille très tôt, si tu veux tu dors à la maison et tu repars le lendemain» et donc on fait ça, je dors chez cette personne. On discute de tout et de rien et c'est très intéressant et elle travaille pour, les jeunes mineurs isolés, comme on dit, en France et elle est pleine d'humanité et c'est très précieux de pouvoir discuter avec elle et le lendemain, je reprends la route et j'arrive à Grenoble où des amis m'ont fait la surprise de venir me chercher et enfin je rejoins ma maison, mes parents et le chien. C'est c'est étrange, c'est sans transition, c'est un retour, à la fois doux et brusque et sans aucun regret parce que la neige s'est installée dès le lendemain. Dès mon départ, il y a eu une grosse neige qui m'a fait dire qu'il était temps d'arriver. Et au final, maintenant que tu es arrivé, avec tout le recul que tu as pu prendre depuis, ton arrivée fin 2023, qu'est-ce que tu retiens au final de cette aventure? Je retiens que c'est bon d'oser, de se lancer, à l'aventure, alors que tous les voyants sont pas forcément ouverts. Je retiens que tout est possible à partir du moment où on a enlevé, toutes ces constructions mentales et toutes ces barrières mentales qu'on se met, qu'on nous met dans la tête. Je retiens aussi qu'il faut avoir confiance en la vie, que on fait des choix et ça finit toujours par s'ouvrir sur quelque chose. On fait des choix et bons ou mauvais, ils mènent toujours quelque part et que finalement, ça enlève une grosse pression de se dire ça et de vivre la vie, de la manière, la plus alignée possible, avec nos valeurs et de voir qu'elle aboutit toujours à quelque chose de plus épanouissant. J'ai l'impression aussi que dans le cadre de ton projet d'aventure, de traversée des Alpes, de documentaire aussi, tu as envie justement, comme tu le disais, de montrer, que c'est possible et d'oser. Et ce que je trouve intéressant aussi, tu le dis, à la fin de tes articles, c'est que, tu avais envie de te détacher, même à la fin, mais tout du long du culte de la performance. Tu recherchais pas nécessairement à faire de grands exploits. C'était, juste ce dont tu avais besoin et ce que tu vivais au moment présent. Et parce que quand on prend du recul, on se dit: «Waouh, 135 000 mètres de dénivelé positif, plus de 2 000 kilomètres, 4 mois de marche», avec toute l'intensité physique incroyable que ça demande. Le sac, de plus de 15 kilos au minimum,
Et on peut se dire, waouh, mais il y aurait sans doute des personnes qui disent, ah, ça, c'est pas pour moi. Ça, je suis pas capable de le faire. Comment tu vois ça et qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? D'essayer à minima pour voir s'ils sont vraiment pas capables. La clé de réussite, elle est, dans l'écoute de soi. À partir du moment où on écoute son corps et on écoute, ses envies, on fera toujours les bons choix. C'est-à-dire que d'avoir essayé, c'est génial. De poursuivre, c'est encore plus génial parce que ça voulait dire que la personne en était capable et qu'elle en a envie et que c'est là-dedans qu'elle s'épanouit. Et si elle arrête, c'est tout aussi bien parce que ça veut dire, elle aura aussi appris d'elle-même, de ses limites, de ses aspirations, de ce qui lui fait du bien. Donc dans tous les cas, ce sera jamais un échec et de tenter, quoi qu'il en soit, sera toujours positif. Merci beaucoup. Et là, en ce moment, on est à la fin de l'été 2024 et tu es en train de réaliser le documentaire. Est-ce que tu veux nous dire où tu en es dans la réalisation de ce docu? Mon défi initial, c'est-à-dire celui de traverser les Alpes tout en faisant un documentaire, était un défi ambitieux et en rentrant à la maison, je me suis aperçue de quelques lacunes en termes d'interview. J'étais pas allée assez loin dans mon propos. La logistique de la marche, c'est-à-dire, me ravitailler, savoir où dormir, que manger, les prises de rendez-vous et cetera, n'ont pas permis de faire tout ce que je voulais faire. Donc là, actuellement, je suis en train de retourner à vélo, réaliser des interviews complémentaires. Donc, on peut dire que c'est la fin du tournage. Ensuite, je confierai les rushs à une monteuse professionnelle grâce aux 2 bourses que j'ai gagnées pour le moment. Une bourse, du fonds d'aide au cinéma de montagne, FODACIM, et une bourse, du département de l'Isère qui est la bourse, Coup de pouce destinée aux jeunes, jusqu'à 25 ans pour la réalisation de leurs projets, personnels. Il restera ensuite le mixage son à faire. Le film sera diffusé, dans les festivals de films, peut-être en VOD. Pour financer le mixage son, je suis toujours à la recherche de financement, donc j'ai ouvert une, cagnotte, participative si des personnes, veulent participer à ce projet, soutenir, financièrement même, de 1 € l'avancée du film. Et la cagnotte, elle se trouve en bio de mon compte Instagram que vous pouvez trouver en tapant Zoé Lemaître. Eh bien, Zoé, merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai trop hâte de découvrir le documentaire et ce docu il va permettre aussi d'aborder un certain nombre de sujets qu'on n'a pas pu approfondir dans le cadre de ce podcast. Il y avait tellement de choses à dire. On a déjà abordé beaucoup de choses hyper passionnantes et je tenais à te remercier beaucoup pour tout le temps qu'on a pris ensemble pour cet échange et pour ton témoignage qui, je pense, va beaucoup inspirer. Donc, merci beaucoup à toi. Avec immense plaisir et le film s'appelle, Alpes sur les pas des pionnières et j'ai hâte de le partager avec vous. Vive la montagne! Eh ben Zoé, je te souhaite une belle fin de journée. Merci encore pour l'accueil à Grenoble et je te dis à très bientôt. À bientôt! Merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je t'en serai très reconnaissant. Nous voici à la croisée des chemins. L'occasion de se rendre compte qu'il n'existe pas de voie toute tracée quand on parle de voyage engagé, mais bien d'une pluralité de vives voies. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour? Faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.